Le piège de l'homme moderne, le langage. Dans la série des mauvaises habitudes que nous avons prises petit à petit ces dernières années se trouve le mauvais usage de la langue. Le vocabulaire de l'homme moyen s'est appauvri drastiquement avec des conséquences catastrophiques. Lorsqu'on regarde des vidéos d'époque tournées en France dans les années 60 ou 70, on constate une élocution presque toujours idéale et une richesse de structure de phrases et de vocabulaire employé significative. Il y avait toujours le mot juste, la tournure adéquate qui permettait de divulguer une idée en conservant l'essence la plus immaculée. Lorsqu'on devait se contacter à une époque plus reculée, on écrivait des lettres qui permettaient de structurer une pensée, d'exprimer avec précision une idée ou un concept abstrait et de créer une image mentale. Le principal problème qu'encourt une société en manque de vocabulaire et de mots est l'incapacité à comprendre des concepts poussés et surtout ensuite à les partager. Or, si l'on ne comprend plus rien et qu'on ne partage plus rien, on vit dans une prison mentale qui nous entrave sans que nous en ayons réellement conscience. Nous pouvons le constater dans le livre 1984 de George Orwell, où l'appauvrissement du langage est un aspect central de la domination idéologique exercée par le parti. Cette idée est incarnée par la création et l'imposition d'une novlangue, un langage conçu pour limiter la pensée critique et l'expression personnelle. Nous y assistons à une réduction du vocabulaire, comme par exemple le mot mauvais qui deviendra simplement un bon. Les synonymes et antonymes seront aussi remplacés par des variations plus simples, comme plus bon ou double plus bon pour le positif et double plus un bon pour le négatif. Cette simplification vise à éliminer les nuances et empêcher les pensées divergentes. Si un concept ne peut pas être exprimé, il devient difficile voire impossible de le concevoir. Par exemple, le concept de liberté n'est possible que par le mot qui lui est associé, qui nous permet de le comparer à d'autres mots comme captivité et de comprendre son sens dans l'opposition. Si ce mot n'existe pas, nous sommes donc victimes de l'absence de son concept et donc de son existence. D'ailleurs, nous ne sommes réellement victimes que si nous le savons, encore faudrait-il connaître ce mot et le sens qui lui est associé. Alors bien sûr, dans notre monde actuel, personne n'interdit l'usage de certains mots. C'est plus subtil que cela. Les mots, nous nous les retirons tout seuls. Via l'influence extérieure que nous acceptons, telle que la télévision, les réseaux sociaux, la musique et tout particulièrement le rap, qui met en avant un vocabulaire très simplifié, souvent vulgaire et vide de sens, ou plutôt véhiculant le sens d'un monde cynique, basé sur l'acquisition d'argent et de célébrités, sans scrupules ni valeur morale, qui ensorcelle énormément de jeunes hommes et de jeunes filles qui contribuent à forger leur perception inique du monde. Les mots qui leur sont servis, qu'ils écoutent à longueur de journée, deviennent leur structure mentale qu'ils projettent partout autour d'eux et renforcent encore plus cette perception. Les téléphones portables accaparent notre attention pour regarder des inepties et nous empêchent de cultiver des moments de réflexion et de structuration mentale, comme le fait de lire un livre qui pourrait stimuler notre imagination conceptuelle et enrichir notre vocabulaire. Une forme particulièrement élevée d'intelligence est celle qui permet de manipuler des concepts abstraits sans images, simplement à l'aide de mots précis et d'une capacité à imaginer. Pourtant, dans le monde actuel, tout passe par l'image, si bien que plutôt que prendre le temps de raconter nos dernières vacances en détail à nos amis ou à notre famille, nous préférons montrer des photos de chaque lieu que nous avons visité. Il se perd alors le bénéfice de la créativité et de l'imagination, qui sont pourtant des capacités essentielles. La télévision et les vidéos participent au même problème, qui est de jouer sur l'attrait que nous avons pour l'émotion et l'image, et un désintérêt que nous cultivons pour les réflexions poussées et sans distraction sensorielle. C'est une des raisons principales pour laquelle je n'illustre pas mes vidéos et propose une approche très crue. Je veux que le fond soit plus important que la forme. Il existe aussi un effet de foule virtuelle, car s'il existe depuis longtemps des foules réelles, comme lors de concerts ou de matchs de foot, dont les effets sur l'individu sont catastrophiques, il existe aujourd'hui tout un univers virtuel qui rassemble également des milliers d'individus en un même lieu. C'est le cas par exemple des commentaires laissés sous des vidéos, des forums ou des directs proposés par des créateurs de contenu sur lesquels on peut commenter. Là aussi, le langage utilisé est extrêmement faible, limité, et sur certains forums même raciste, misogyne, cynique ou autodestructeur. Tous ces commentaires sont vus et lus par énormément d'autres utilisateurs, ce qui contribue à appauvrir leur propre vocabulaire et à enraciner des tics d'écriture ainsi qu'à modeler leur perception du monde, même s'ils ne s'en rendent pas forcément compte. Il existe aussi un problème avec le langage SMS, adopté pour son côté pratique et permettant un gain de temps, mais en réalité une très mauvaise habitude puisqu'il déstructure notre approche de la langue et donc automatiquement nos pensées et notre façon d'interagir avec le monde. Entraîné dans cette simplification du langage, la langue change et voit de nouveaux termes parasites apparaître et polluer l'expression verbale, tels que genre, t'as vu, tu vois, du coup, chose ou machin, qui sont autant de moyens de combler la réflexion par du vide. Il existe aussi une perversion des mots, en les utilisant dans des contextes inappropriés, ce qui a pour conséquence de déstructurer complètement notre conception mentale du monde. Par exemple, dire « je suis crevé » ou « déchiré » est un non-sens et une tragédie pour notre cerveau, car il n'est pas en mesure de comprendre le sens figuré que nous employons ici et ne fonctionne qu'au sens littéral. Quand ces affirmations sont répétées, il se crée une sorte de dissonance cognitive qui rend les pensées moins pertinentes, moins justes et moins concrètes.
sans compter l'effet d'auto-persuasion, car répéter inlassablement « je suis mort » pour exprimer l'idée qu'on est fatigué est évidemment une attaque directe du mot, donc du concept qu'il représente et de la charge énergétique qui lui est associée, envers nous-mêmes. Il en va de même pour toutes les abréviations telles que les MDR ou PTDR. Mourir de rire est tout sauf drôle. Nous voyons aussi pulluler dans le rap et dans notre quotidien des expressions en verlan, qui consistent à inverser les syllabes des mots et ainsi en créer de nouveaux tels que chelou, chamé ou encore géchard. Là encore, nous participons volontairement à un affaiblissement de notre puissance verbale et de notre justesse de pensée. Tous ces petits détails mis bout à bout ont une influence catastrophique sur notre psyché et notre rapport au réel. Dans une recherche de cohérence entre les pensées, les paroles et les actes, il est essentiel de n'utiliser que des mots pertinents pour décrire nos actions et nos états d'âme. Il en va de notre santé mentale. Nous lisons aujourd'hui une majorité de formats courts, condensés et faciles à digérer, créant un phénomène d'appauvrissement des mécanismes cognitifs qui n'ont plus besoin de produire d'efforts pour tirer la substantifique moelle d'une lecture et abîmant, comme nous l'avons vu, l'intelligence abstraite. La chute du temps d'attention est en partie responsable de cette tendance, les individus étant aujourd'hui peu capables de se concentrer pendant longtemps sur une tâche précise, notamment à cause de leur usage intempestif des téléphones portables, et globalement par l'influence d'un monde basé sur le sensationnalisme et sur l'instantanéité. Si nous lisons encore, c'est peu et mal. Le risque est de ne plus voir d'intérêt dans les longs raisonnements et dénouements, qui sont pourtant essentiels pour encapsuler un maximum de nuances. Le langage pose déjà intrinsèquement, même doté de son vocabulaire maximal, une limite certaine aux perceptions et pensées humaines. Les mots manquent souvent de déclinaison, il faut ainsi en combiner plusieurs pour réussir à véhiculer l'image désirée. Mais la langue étant également subjective, chacun se crée son propre concept et sa propre nuance lorsqu'il reçoit une idée, la rendant forcément différente de l'intention de celui qui la présente. D'où l'importance d'une répétition de l'idée dans des contextes différents pour la mettre en lumière le mieux possible. C'est notamment le cas dans les livres et les longs raisonnements que nous ne lisons plus. Lorsque les individus d'une société manquent de mots, avec une mauvaise mémoire et un laxisme sur l'importance des détails, il se crée un phénomène de téléphone arabe, où la moindre idée ne survit pas longtemps avant d'être coupée de son essence et salie, simplifiée et déstructurée. Nous assistons de plus en plus à un dialogue de sourds à l'échelle mondiale, où il n'y a plus d'échanges constructifs entre les individus. Nous arrivons finalement au scénario de George Orwell, mais à la différence près que nous nous y laissons entraîner volontairement par notre passivité, un peu comme dans le livre d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, dans lequel il craignait qu'il n'y ait aucune raison d'interdire de lire un livre, car personne ne voudrait en lire un, préférant le plaisir instantané et les idées simples et prémâchées. De plus, la vérité et les concepts libérateurs sont cachés, noyés dans un océan d'insignifiance, de débilité et de divertissement. Prenons comme exemple les shorts YouTube ou TikTok, qui sont l'exemple ultime d'une société n'ayant plus aucun sens et dévorant l'attention des individus. Les mots sont pourtant d'une importance capitale, car ils forment la structure de notre univers mental. D'eux peuvent naître les pensées et les idées. Sans mots justes et adéquats, les idées sont pauvres et les êtres médiocres intellectuellement. Par exemple, des valeurs comme la justice, l'intégrité ou le courage sont reliées à des mots et donc à des concepts énergétiques. Ils sont essentiels pour notre conception du monde. Un autre problème majeur aujourd'hui est la disparition de l'écriture manuscrite, dont nous savons qu'elle est bien supérieure au clavier d'ordinateur pour fixer une information et développer notre créativité. Écrire est devenu rare lorsqu'on a terminé ses études, alors que c'est un allié considérable. Le simple fait de passer 10 minutes à écrire dans un carnet quotidiennement peut nous aider à structurer nos ressentis, nos pensées, et nous libérer du fouillis mental. À travers ce constat, il est une nécessité pour chaque individu de prendre conscience que son vocabulaire et son emploi de la langue sont ses plus grands atouts. La parole est une arme puissante qui construit et influence. Elle est un outil de transformation du monde, qu'il s'agisse de défendre ses idées, d'unir des peuples ou de chercher la vérité. Prendre le temps de lire à nouveau des textes, des poèmes ou des fables anciennes, et rédiger avec intelligence et clarté, permet de retrouver l'usage de son intellect. Il s'agit par des actions concrètes d'entamer un combat contre la bassesse intellectuelle, contre la paresse et l'indolence de ce monde qui nous endort tranquillement et nous en fait subir toutes les conséquences. De la même façon, il faut veiller aux mots qu'on emploie au quotidien. Utiliser le mot juste pour parler de soi est d'une importance capitale. Prendre conscience de tous ces petits travers automatiques que nous avons, comme le fait de parler de nous aux autres de façon négative, ou en refusant ou diminuant nos accomplissements, comme par exemple en disant « je suis nul, je n'y arrive pas, je ne sais pas », ou encore « oh, c'était rien », est une marque d'esclavage moral que nous ne pouvons plus tolérer. Selon des philosophes comme Friedrich Nietzsche, cette morale des esclaves nous vient des religions et de la construction sociale actuelle, et il invite à s'en détacher pour se réapproprier la force de son verbe. N'oublions jamais que les mots engendrent des actes concordants et nous maintiennent dans leur filet. Nous nous protégeons de nos propres responsabilités et de notre évolution vers l'individu supérieur qui sommeille en nous lorsque nous affirmons des vérités comme « c'est dur » ou « c'est un problème », alors que cette perception ne vaut rien et n'est réelle que pour celui qui y croit. C'est une forme d'auto-soumission. Remplacer ce vocabulaire de victime par des mots conquérants et encourageants permet de reprendre de l'allant et d'affirmer sa place dans la société. Il est notamment possible d'utiliser des mantras ou des phrases puissantes comme « je suis en pleine santé » ou « je suis un vainqueur » ou n'importe quelle phrase positive,
et de les répéter aussi souvent que nécessaire, voire même de les écrire chaque matin au réveil quand le cerveau est encore très impressionnable, afin de les ancrer comme nouvelles croyances subconscientes. La parole libère, la parole guérit, si elle est utilisée à bon escient. Nous devons observer une rigueur presque maniaque dans la façon dont nous manions le verbe. De même, ne pas parler mal des autres et accepter le dialogue et le débat est une nécessité pour comprendre leur point de vue et réduire le cynisme grandissant de notre société. Parler, échanger, comprendre, voilà les bases d'un scepticisme sain. Il faut faire de notre parole le reflet de notre intégrité et de notre justesse interne et vice-versa. Apprendre aussi à toujours faire ce que l'on dit s'avère crucial pour être cohérent avec soi et avec les autres. Cela impose une rigueur et une discipline morale sur l'individu qui le rend uni et lui permet d'avoir un impact considérable dans tout ce qu'il souhaite accomplir. Il est de l'ordre de la responsabilité individuelle d'enrichir son langage et son verbe et de le manier correctement.